Merci d'être venu à cette conférence. Alors, la première partie, c'est la mise en place, en quelque sorte, du système au XVIIe siècle. Et la semaine prochaine, ce sera l'évaluation, je dirais, du système français et du système anglais à travers l'évaluation, c'est-à-dire celle de l'efficacité de chacun des systèmes, de leur utilité, comme on disait à l'époque, des retours sur investissement, comme on dirait aujourd'hui, à travers quelques exemples concrets. Donc, deux conférences tout à fait complémentaires. Le 8 mars 1666, Jean Chapelain écrit à l'astronome de Dantzig Hevelius, je le cite, « Une seule chose m'a affligé, de voir dans la fin de votre lettre que vos études sont traversées par des embarras domestiques et des occupations externes. Un mérite tel que le vôtre et une sublimité dans la science des cieux devraient en être exemptes pour le bien général et pour l'instruction du monde. Je vous en plains, et en plains le monde également, et vous souhaite la sérénité nécessaire pour l'enrichir des trésors que vous lui avez découverts et qui ne sauraient bien être communiqués que par votre seul ministère. » C'est du français du XVIIe siècle, mais cette lettre nous introduit au cœur du sujet, car par les personnes concernées d'une part, et par le contexte des années 1660. Le destinataire en est Hevelius. Hevelius vit à Danzig, qui est une ville polonaise hanséatique, de langue et de culture allemande. Il a hérité de la brasserie familiale et participe à la gestion et au gouvernement d'un des plus importants ports de la Baltique. Par goût, il est astronome et il a installé sur les terrasses de ses maisons l'un des observatoires les plus performants de l'Europe des années 1650. Cet amateur, qui se considère comme l'héritier du Danois Tycho Brahe, passe ses nuits à réaliser des observations et il a publié en 1647 le premier atlas lunaire qui s'intitule la Selenographia, dont vous avez ici le frontispice. Il en a lui-même gravé toutes les illustrations. Cette publication l'a rendu célèbre dans toute l'Europe et a été pour lui l'occasion d'être intégré dans la République des lettres, qui comporte aussi les savants, comme vous le savez. L'auteur de la lettre est Jean Chapelain. Jean Chapelain est le malheureux auteur de ce qui ne fut jamais la grande épopée en langue française, c'est-à-dire la Pucelle de 1656. Mais Chapelain est surtout le protégé de Richelieu et de Colbert, Colbert qui lui confie en 1663 la liste des gratifications, c'est-à-dire des rémunérations consenties par Louis XIV et son ministre aux hommes de lettres, de sciences et aux artistes. Il y a parmi eux 10 à 15 étrangers, dont Hevelius, proposés dès 1663, et qui va recevoir à 8 reprises 1200 livres jusqu'à la suppression du système au début de la guerre de Hollande en 1672. Riche citoyen d'une ville libre qui s'autogouverne et dont il a à plusieurs reprises consul, Hevelius ne peut évidemment attendre de cette ville un financement pour ses travaux. Il ne peut pas non plus se mettre au service d'un prince. En revanche, il peut accepter une gratification qui est une marque de reconnaissance du roi alors le plus puissant d'Europe pour la qualité de ses travaux. Toutefois, cette gratification ne lui permet pas d'acheter des instruments coûteux, loin s'en faut, mais elle lui apporte symboliquement un prestige considérable. C'est dans les années 1660 que s'est en effet posé le problème du financement de la science. Chapelain se fait l'écho d'un monde idéal où, financé par le roi, la science est affranchie des contraintes qui entravent son libre développement. En finançant les savants, Colbert et le roi entendent faire de la science l'un des instruments de la gloire et de la puissance du royaume de France. L'instrument de cette politique n'est pas la liste des gratifications, mais l'Académie royale des sciences. La lettre que je vous ai lue est du 8 mars 1666. Les futurs académiciens se réunissent pour la première fois en juin de la même année, et l'Académie des sciences est fondée le 22 décembre 1666. Chapelain, donc, au moment où il écrit cette lettre, participe à la mise en place de cette nouvelle institution. Alors, voyons comment nous en sommes venus à cette situation qui va se traduire en 1660 par la fondation de la Royal Society à Londres et en 1666 par celle de l'Académie des sciences à Paris, qui marque les débuts de l'institutionnalisation de la science. Premier point, comment se pose la question de l'organisation de la recherche scientifique? Donc, au début des années 60, l'institutionnalisation de la recherche devient un besoin en Europe,
En quels termes pose-t-on la question et surtout pourquoi? La faute en reviendrait-elle à Francis Bacon, le favori de Jacques Ier, attorney général, garde des Sceaux, chancelier fait Lord Verulam, puis vicomte de Saint-Alban, avant d'être en 1621 condamné par le Parlement pour concussion. Bacon n'était pas un homme de science, mais un politique, qui a réfléchi sur les rapports entre savoir et pouvoir, et à la manière dont le pouvoir peut se rendre maître et possesseur du savoir. Ses ouvrages ont eu un franc succès. Son grand livre sur la philosophie des sciences, l'Instauratio Magna, étant à 2 parties, et notamment le Novum Organum, s'ouvre sur un frontispice célèbre, montrant, vous le voyez bien, le navire des sciences, ici franchissant les colonnes d'Hercule. Plus célèbre encore, son utopie scientifique, New Atlantis, de 1627, qui décrit une société idéale de savants travaillant collectivement à la description et à la compréhension de l'univers. Dans la maison de Salomon, qui est une sorte de laboratoire de tous les savoirs, où ces savants officient, chacun a ses compétences. Il y a les marchands de lumière qui vont apporter les nouvelles des pays étrangers, les déprédateurs qui pillent les livres pour en extraire la sève, les mystérieux qui transmettent les secrets des arts mécaniques, œuvrent encore les compilateurs, les lampes, les inoculateurs, les interprètes qui généralisent les résultats sous forme d'axiomes. La science, ainsi conçue par Bacon, n'a pas pour objet de glorifier l'œuvre de Dieu. Entreprise collective et structurée, elle est instrument de pouvoir. Bacon invite donc les savants à s'organiser en dehors des universités, alors dominées par le pouvoir clérical, mais à s'organiser avec le soutien du pouvoir politique. Et il annonce déjà ses vues dans la première partie de son ouvrage, donc dès 1605, je le cite en traduction française, « Le but, nous dit-il, peut être atteint par certaines personnes, mais non par toutes, par plusieurs conjointement, mais non par un isolé, dans la succession des âges et non pendant la vie d'un homme, et enfin, par un dessein et une dépense publique et non par des moyens et des efforts privés. » Alors les ouvrages de Bacon furent, dit-on, à l'origine de cette institutionnalisation de la science qui se met en place dans les années 1660. Il faut quand même un demi-siècle après leur parution pour que les premières décisions se mettent en place. Un demi-cercle marqué par de brillantes inventions et découvertes. La lunette qui permet à Galilée d'observer la Lune en 1609-1611, la circulation du sang par Harvey en 1628, le baromètre de Torricelli mis au point en 1644, ou la pompe d'Otto de Guericke de 1654. La première moitié du siècle est en fait illustrée par des virtuosi, comme on les appelait à l'époque, qui sont d'illustres amateurs. D'illustres amateurs qui ne pratiquent pas la science pour en vivre, mais par plaisir, qui sont passionnés par les techniques et l'expérimentation. Otto de Guericke, par exemple, est bourgmestre de Magdebourg, féru d'astronomie, et il veut créer un milieu artificiel semblable à celui dans lequel se meuvent les étoiles, et c'est ainsi qu'il construit sa pompe à air. Le duc saxon Ehrenfried von Tschirnhausen, qui possède 3 fabriques de verre, va inventer les caustiques. En France, Nicolas Fabry de Peiresc achète une 40aine de télescopes. C'est un instrument fort coûteux dans la première moitié du XVIIe siècle, avant d'en trouver un qui lui convienne, pour élaborer avec son ami Gassendi le premier programme d'observation systématique de la Lune qui donne lieu aux cartes de Claude Mellan en 1634-1635. En Angleterre, le plus célèbre amateur est Robert Boyle, l'un des plus grands savants de son temps, qui crée un laboratoire dans son château de Stalbridge, s'installe à Oxford en 1654, où il va engager comme assistant Robert Hooke, et acheter une fameuse pompe de Guericke pour étudier les gaz. L'Angleterre, notamment, est un pays fort riche en amateurs célèbres, comme le marquis de Worcester, qui s'intéresse aux machines à vapeur, ou Lord Bruce, en Écosse, qui possède des mines, ou Sir Robert Moray, qui distille avec le roi Charles II pour son plaisir. Hevelius appartient en fait à ce monde des riches amateurs éclairés. Et il fabrique lui-même, donc il possède l'une des plus grandes brasseries de Danzig,
qu'il a de plus grands ports de la Baltique. Et il fabrique lui-même des instruments qu'il adapte, ou il en adapte, pour obtenir une plus grande précision dans ses observations. Alors une telle forme de science suppose la fortune. Par exemple, Otto de Guericke dépense 20 000 livres, ce qui est un montant colossal, pour mettre au point sa pompe. Mais en revanche, en face, un savant comme Kepler, qui invente un oculaire, n'a jamais les moyens de le faire fabriquer. L'historiographie de la révolution scientifique suppose traditionnellement une césure entre une Europe protestante plus ouverte à la liberté de penser et une Europe catholique soumise aux censures de l'Église. En fait, l'intolérance est générale et les censures le sont aussi. Mais partout, en pays protestants comme en pays catholiques, se fait jour le même besoin de communication et de collaboration dont le symbole et le succès est ce qu'on appelle la République des lettres, qui donc intègre aussi les savants, qui transcende les frontières religieuses et les frontières politiques. En fait, l'évolution est parallèle en terre protestante ou catholique, même si la guerre de 30 ans et la condamnation de Galilée en 1633 contribuent entre autres à diviser cette Europe. L'idéal de cette République des lettres ou des savants n'est pas celui du savant de cour, celui du XVIe siècle, qui est personnellement soumis au prince. Ce qui a séduit les savants dans l'utopie baconienne, c'est l'affranchissement d'abord de toute tutelle théologique. Mais c'est aussi la protection royale et princière en tant qu'elle est synonyme de sécurité et de liberté pour la collectivité, c'est-à-dire le rapport n'est plus du savant individuel au prince, mais de la collectivité des savants au prince, ce qui est tout à fait différent. L'institutionnalisation de la science et de son financement ont en effet pour objet de favoriser le développement du savoir en dehors du monde des amateurs fortunés que je viens d'évoquer et de permettre aussi une professionnalisation. Ce développement permet aussi de sortir du partage des expériences par le biais des correspondances pour favoriser une entreprise collective et systématique permettant une meilleure articulation de la science et de la technique, qui nécessite des capitaux beaucoup plus importants. Alors, très lus et souvent interprétés de travers, les ouvrages de Bacon vont ainsi, pendant un demi-siècle, conduire les princes et les savants à réfléchir sur les modalités et les nécessités d'une collaboration, non sans de nombreux détours. Alors, je vais maintenant envisager les premières initiatives avant la mise en place donc, des deux institutions françaises et anglaises. Les premières initiatives vont fleurir en terre protestante, et notamment en Allemagne. La guerre de 30 ans n'a pas opposé les pays protestants et catholiques, puisque vous savez que la France soutient les protestants contre les Habsbourg d'Espagne et d'Autriche. Mais l'Allemagne a été ravagée entre 1618 et 1648, ce qui a conduit de nombreux réfugiés allemands à gagner d'autres pays protestants voisins, notamment les Provinces-Unies et l'Angleterre, et ceci va créer des liens et des solidarités très puissants dans le monde de la science. En Allemagne, ce qui caractérise les premières fondations, c'est le poids des engagements religieux. La science est d'abord un moyen de célébrer la création. Il s'agit d'étudier la science et les écritures pour célébrer Dieu. Et toutes les premières tentatives se situent dans cette perspective. On peut prendre quelques exemples. Par exemple, Johann Valentin Andreae, qui est doyen en Westphalie, va fonder l'Union chrétienne en 1618, qui est une petite communauté de 24 personnes pour pratiquer la religion et cultiver les sciences. En 1620, il décrit dans sa Christianae Societatis Imago une communauté idéale qu'il appelle Christianopolis, regroupant cette fois-ci 400 personnes autour d'un collège des sciences, qui est le centre de l'activité de l'État. Bon, la guerre, évidemment, disperse l'Union chrétienne, et Andreae va dériver vers l'ésotérisme des Rose-Croix. Ces idées, toutefois, vont inspirer à Joachim Jungius. Alors, Jungius, c'est quand même une personne que Leibniz comparait à Pascal et à Galilée. Jungius, qui est à Rostock, a l'idée de créer une Societas Erenetica en 1622 pour lutter cette fois-ci contre la science jésuite. Alors, cette Societas va fermer ses portes en 24, au bout de 2 ans, mais en 1645, on voit encore Jungius tenter de convaincre le duc de Brunswick. En fait, toutes ces tentatives vont échouer. La seule académie durable, fondée alors en Allemagne,
fut plus tardivement le Collegium Naturae Curiosum, qui regroupe quelques médecins à l'initiative de Lorenz Bausch, qui est Stadtphysicus à Schweinfurt, en 1652. Réorganisé par un autre médecin, Jacob Sachs, ce collège va donc publier des Miscellanea Curiosa, recevoir le patronage de l'empereur en 1677 et devenir la fameuse Academia Caesarea Leopoldina en 1687. Et puis, bien sûr, il y a les efforts de Leibniz, qui, après son échec à l'Académie des sciences de Paris en 1675-76, offre ses services au duc Johann Friedrich de Hanovre, dont il fut le bibliothécaire et le conseiller, et ces efforts vont aboutir en 1700 à la fondation de l'Observatoire et de la Société des sciences de Berlin, sous l'égide de l'électeur de Brandebourg. Mais nous sommes là d'un côté en 1687, de l'autre côté en 1700, et c'est beaucoup plus tard que l'Académie des sciences ou la Royal Society. Donc vous voyez, l'Allemagne a été le berceau en quelque sorte des premières initiatives, mais elle a été très durement handicapée en fait par les ravages de la guerre de 30 ans. Donc elle ne bénéficie que tardivement de véritables institutions, fondations donc postérieures à celles qui vont nous intéresser. Je vous ai dit que les liens avec l'Angleterre étaient importants. Nous allons voir ces liens jouer à plusieurs reprises. En effet, en Angleterre, les initiatives privées vont se multiplier de bonne heure. Jungius, que je viens de vous citer, a inspiré Samuel Hartlieb. Hartlieb, qui est un protestant d'Elbing, une ville qui se trouve juste en face de Danzig. Hartlieb, qui est réfugié à Londres et qui tente, en 1636, d'y fonder un collège philosophique, inspiré directement par Bacon. Hartlieb est en relation avec un pédagogue morave, Jan Amos Komensky, Comenius, qui en 1641 a aussi gagné Londres, on fuit toujours l'Europe centrale, pour obtenir du roi la création d'un collège de lumière. Alors cette même année, Hartlieb publie sous son nom, il n'est pas sûr que l'ouvrage soit de lui, un récit utopique qui est la description du fameux royaume de Macaria, Macaria étant la ville par excellence regroupant tous les scientifiques. Alors Hartlieb et Comenius croient leur souhait exaucé lorsque le roi Charles Ier envisage de leur confier un collège à Chelsea. Mais la guerre d'Irlande met fin à ce projet et en 1646, Comenius gagne Amsterdam. En 1647, Hartlieb récidive, il va créer un office d'adresse. Alors l'office d'adresse est intéressant parce qu'il est composé d'une part d'un office de communication pour les affaires religieuses, donc on n'a pas quitté, si vous voulez, la problématique religieuse propre aux Allemands, et d'autre part d'un office d'accommodation qui est chargé des applications de la science aux questions matérielles et sociales. Alors cet office d'adresse a été appelé par les Anglais le collège invisible. Un collège invisible qui visait à enrôler les savants dans la promotion de la foi protestante. Et il va subsister en fait jusqu'en 1660, Hartlieb ne désespérant pas d'établir la société utopique d'Antilia ou de Macaria. On voit à l'œuvre en Angleterre un autre émigré allemand, du Palatinat cette fois-ci, Theodor Haak. Theodor Haak a gagné Londres vers 1625 et vers 1645 a l'idée de réunir chaque semaine des savants chez lui. Il va fonder ce qu'on a appelé le Club de Haak, que fréquente notamment John Wilkins, titulaire en 1649 de la chaire Saville de mathématiques à Oxford, mais aussi Samuel Forster, professeur d'astronomie au collège Gresham, ainsi que des médecins, membres du collège des physiciens, donc des médecins, dont Jonathan Goddard, le médecin personnel d'Oliver Cromwell. Les réunions se tiennent au collège de Gresham. John Wilkins, dont vous avez ici le portrait, est l'auteur d'un ouvrage sur la Lune, The Discovery of a World in the Moon, en 1636. Et en fait, il est très proche du pouvoir puisqu'il a épousé tout simplement la sœur de Cromwell.
John Wilkins va fréquenter le club de Harrach dès 1645, puis fonder lui-même l'Experimental Science Club à Oxford pour rassembler des savants et des gentlemen afin, nous dit-il, de raisonner librement sur les matières scientifiques. Dans cet Experimental Science Club, il va attirer les plus grands noms: Robert Boyle, William Petty, Matthew Wren, John Wallis, Seth Ward, qui est élu à la chaire Saville d'astronomie en 1645. Wilkins, Petty et Goddard sont parallèlement élus à des chaires universitaires en dépit de la grande hostilité que le club expérimental suscite dans le monde universitaire. Ce club compte environ 30 membres en 1652 et bénéficie du soutien du Lord Protecteur, donc Oliver Cromwell. Les réunions ont lieu tous les jeudis. Elles associent des chimistes, dont Boyle, des mathématiciens et des astronomes, des fabricants d'instruments. Seth Ward a fabriqué un télescope, Christopher Wren un microscope. Et l'objectif de cette société, je le cite, cette compagnie s'emploie à faire des expériences et à communiquer ses observations dans le but d'explorer la nature. C'est la Révolution en Angleterre. Et comme vous le savez, Cromwell va mourir et l'expérience de Wilkins va prendre fin avec la mort de Cromwell, dont il était le beau-frère. Wilkins va donc quitter Oxford pour Cambridge. Et dès 1658, les membres du club se réunissent à nouveau et prennent l'habitude de se retrouver au Gresham College, donc à Londres. Mais sans appui du pouvoir politique, il leur devient impossible d'investir la citadelle universitaire. Wilkins va donc chercher à la Restauration l'appui du roi. Ceci pour présenter rapidement le tableau dans l'Europe protestante. Alors, l'Europe catholique, que s'y passe-t-il? Côté catholique, la science s'est aussi organisée sur le plan international, tout d'abord, avec le réseau des jésuites. Un réseau structuré autour du Collegium Romanum à Rome, qui connaît ses heures de gloire, notamment avec Clavius au tournant des XVIe et XVIIe siècles. L'Italie a aussi donné l'exemple avec l'Accademia dei Lincei, des Lynx, au début du siècle. Et les ducs de Toscane se sont illustrés, vous le savez, en protégeant Galilée. À Florence toujours, les frères Ferdinand et Léopold de Médicis, qui sont de grands amateurs et collectionnent les instruments, vont fonder l'éphémère Accademia del Cimento. Ça c'est... Je vais sauter, ceci c'est la Wilkins, la découverte donc d'un monde dans la Lune. J'ai un peu sélectionné la Lune parce qu'on y reviendra la prochaine fois. Ceci est la devise de l'Accademia del Cimento. Voilà une réunion de l'Accademia del Cimento, donc l'Académie de l'expérience. Elle est fondée en 1657 avec les élèves et disciples de Galilée. Et c'est une académie prise en main par les princes qui assurent les dépenses, qui participent aux expériences, qui soutiennent les travaux de Vincenzo Viviani et de Torricelli. C'est Torricelli, je le rappelle, qui a construit le premier baromètre. C'est aussi d'Alfonso Borelli, qui est astronome, mathématicien et physiologiste. Alors, l'Accademia del Cimento, dont la devise est probando et reprobando, se spécialise en fait dans la création d'instruments comme le thermomètre, le baromètre, l'hygromètre, les pompes, les pendules, mais aussi dans les standards de mesure et surtout dans l'exactitude des méthodes. Vaste programme, me direz-vous, mais quand en 1667, le pape propose la barrette à Léopold, il exige par la même occasion la suppression de l'Accademia, parce que cette académie n'avait pas l'aval de la papauté, très méfiante à l'égard des sciences, notamment depuis le procès de Galilée en 1633. Donc c'est pour cela que j'ai parlé d'une académie éphémère entre 1657 et 1667. Les tentatives individuelles en France n'ont pas non plus manqué, mais ce sont des tentatives individuelles, car ni Louis XIII ni Richelieu ne s'intéressent vraiment à la science. La science française, qu'illustre de très prestigieux noms, François Viette,
Fermat, Gassendi, Descartes, Mersenne, Pascal, a tenté aussi de s'organiser à Paris grâce à des initiatives privées. C'est ainsi que le père Marin Mersenne, que vous voyez ici, qui est minime, a organisé des réunions au couvent des Minimes, place des Vosges, à Paris, de 1625 jusqu'à sa mort en 1648, et ces réunions ont été si prisées qu'elles ont pris le nom d'Academia Parisiensis. Il a organisé un véritable réseau de correspondants qui permet de faire circuler l'information en fait dans l'Europe entière. De 1629, par exemple, à 1642, c'est le protestant Théophraste Renaudot qui accorde une très large place aux sciences dans les conférences hebdomadaires du bureau d'adresse, un bureau d'adresse qui était un peu copié par Hartlib à Londres, celui-ci est antérieur. Puis, à la mort de Mersenne, Pierre de Carcavie tente de relever le flambeau. Mais c'est surtout en fait François Le Payeur qui perpétue la tradition des réunions scientifiques, attirant Gassendi, Desargues, Pascal et Roberval. Et puis, François Le Payeur meurt. Alors, en 1654, Louis Habert de Montmort, Habert de Montmort, le voici, va créer en 1657 l'Académie des physiciens. L'Académie des physiciens se réunit les mardis et elle a un franc succès, notamment quand Huygens, le Hollandais Huygens, va y présenter sa théorie des anneaux de Saturne. Mais cette académie, créée donc en 1657, va cesser son activité en 1664 du fait d'interminables querelles philosophiques qui y opposent les partisans d'Aristote, ceux de Descartes et ceux de Gassendi. Alors là, des querelles philosophiques, des savants vont tenter d'organiser des rencontres autour d'expériences, d'observations, de discussions mathématiques, comme Roe, Petit ou Auzout. Mais ils n'arrivent au succès ni d'un Mersenne ni d'un Montmort. En fait, toutes ces initiatives manquent de deux choses. Elles manquent d'argent, elles manquent de soutien. En 1623, avant le procès de Galilée, Mersenne avait appelé de ses vœux la création parfaitement utopique d'une académie internationale catholique, soutenue sinon par le pape, du moins par les princes. Je vais là vous donner une citation un peu longue, mais qu'il est difficile de résumer. Puisse, écrit Mersenne, les princes du monde entier, ou du moins ceux de l'Europe, s'appliquer à une œuvre si noble. Il s'agit de la création d'une académie savante. En vérité, si les Français, les Espagnols, les Italiens, et quelques autres de leurs royaumes et empires instituaient une académie particulière qui voulut soit restaurer, soit démontrer les fondements des sciences, et ne reculerait pour cette cause devant aucune expérience, aucune peine, aucune dépense, en peu de temps les républiques fleuriraient et pourraient inventer et instituer beaucoup de choses pour la plus grande gloire de Dieu. Qu'il serait facile d'appeler 100 hommes de doctrine exceptionnelle, et même plus, dont les uns s'appliqueraient sérieusement aux choses théologiques, d'autres aux philosophiques, d'autres aux mathématiques, à la médecine, à l'alchimie, à la jurisprudence et autres disciplines, et ne souffriraient pas qu'il y eût aucun domaine des réalités naturelles dont ils n'eussent exploré, selon leur force, la raison, la cause, la fin et les propriétés. Et toutes ces choses, ces multiples académies des divers royaumes pourraient en discuter ensemble à des temps fixés, en sorte que de cette matière soit édifié heureusement un savoir encyclopédique total. Ce texte donc date de 1623. Je vous ai parlé de l'académie parisienne de Mersenne qui a disparu au moment de son décès. Le 3 avril 1663, Samuel Sorbière, qui fréquente l'Académie des physiciens de Montmort, ouvre une séance à cette académie par une harangue à Colbert. Il y présente cette Académie de Montmort, je le cite, comme la mère de toutes celles qui se sont formées depuis. Donc elle a pris jour en 1657, et là il fait une allusion directement à l'Académie d'Angleterre, à la Royal Society, qui a vu le jour entre 1660 et 1662. Et Sorbière craint directement cette concurrence nouvelle. Il demande donc, en 1663, au roi de France de prendre en main la science. L'Académie de Montmort, explique-t-il, a rendu autant de services qu'elle le pouvait. Je le cite, il ne reste
rien à souhaiter pour sa gloire et pour l'utilité publique, si ce n'est qu'elle fasse passer plus avant une si noble entreprise qu'elle devienne celle des souverains. Sorbière explique qu'un particulier peut généreusement financer des expériences et l'achat d'instruments, mais qu'il ne peut en aucun cas se substituer à l'État. Je le cite. « S'imaginer que nous puissions dresser séant une boutique, une forge et un laboratoire, ou pour dire tout en un seul mot, bâtir un arsenal de machines à faire toutes sortes d'expériences, c'est ce qui ne se peut point, et qu'il n'est point d'entreprise de quelque particulier, quoiqu'il y en ait de très puissants dans cette compagnie. Représentez-vous quelle place il faudrait seulement pour un lieu que l'on destinerait à l'observation des astres, et de quelle grandeur seraient les machines à se servir d'une lunette de 40 pieds. N'a-t-il pas fallu que Tycho Brahe ait bâti autrefois son Uraniborg, un château qui ne servait pas tant à loger qu'à y faire des observations célestes? En vérité, messieurs, il n'y a que les rois et les riches souverains, ou quelques sages et pécunieuses républiques qui puissent entreprendre de dresser une académie physique où tout se passe en continuelles expériences. Il faut bâtir des lieux tout exprès, il faut avoir à ses gages plusieurs artisans, il faut un fonds considérable pour les autres dépenses, et il faut trouver enfin de quoi animer cette matière, car l'âme de ce corps serait d'en remettre la conduite à des esprits rares, tels que nous les voyons dans cette assemblée. Jusqu'à ce, messieurs, que le public soit assez heureux de rencontrer des princes qui se plaisent aux sciences et à la perfection des arts, qui sont en usage parmi nous, ou à la découverte de ceux qui nous manquent, notre mécanique demeurera imparfaite comme elle est, notre médecine sera aveugle, et nos sciences ne nous apprendront rien certainement, si ce n'est qu'il y a une infinité de choses que nous ignorons. À la fin de 1664, Sorbière écrit encore à Colbert. Il lui décrit ce que doit être l'Académie royale, avec la construction de laboratoires et d'observatoires, l'envoi d'expéditions scientifiques, l'embauche de traducteurs, la nomination de correspondants étrangers, l'établissement de comités d'experts, toutes mesures inspirées par la Royal Society, dont la concurrence porte alors préjudice à la France. Voici donc l'Angleterre et la France qui vont s'engager au début des années 1660 dans l'institutionnalisation de la science, mais par des voies totalement différentes. D'un côté, les savants anglais vont solliciter l'appui du roi. De l'autre, les savants français, inquiets des initiatives anglaises, vont solliciter la prise en charge financière par la monarchie de l'organisation de la science. De fait, et ce sera mon troisième point, les rapports pouvoir-savoir vont suivre dans ces deux pays des voies très différentes et la Royal Society et l'Académie des sciences vont présenter des modèles totalement différents à l'Europe entière. Quel patronage royal! Les débuts, voyons d'abord la Royal Society qui est la première des deux institutions fondées. Les réunions de Gresham College reprennent sous la Restauration, donc, avec quelques nouveaux hommes de cour. C'est Wilkins qui est toujours derrière cela. Le 28 novembre 1660, ils sont 11 à assister à un cours de Wren dans l'appartement de Lawrence Rooke à Gresham. Et ces 11 personnes vont décider de fonder un collège pour promouvoir, je cite, la connaissance expérimentale physico-mathématique. Et pour cela, organiser des réunions hebdomadaires selon la méthode d'autres pays où il existe des associations en académie pour l'avancement des différents domaines de la connaissance. Fin de citation. La société nouvelle va prendre le nom de Society for the Promoting of Experimental Philosophy. Ceci en référence directe à l'Accademia del Cimento de Florence. Et par l'entreprise de Sir Robert Moray, le soutien du roi Charles II leur est acquis. Le 5 décembre 1660, les initiateurs vont s'adjoindre 73 autres personnes pour les consulter et débattre sur des sujets de connaissances expérimentales. Officiellement, initialement plus exactement, le nombre des membres est limité à 45. Mais tout baron, baronnette, membre du Collège royal des physiciens, donc des médecins, les professeurs de mathématiques, de physique et de philosophie peuvent se joindre au groupe.
dès 1667, il y a 191 membres. Alors, le but de la société est le développement graduel de toutes les sciences, ses ressources. Voilà qui est intéressant. Les siennes propres, car le roi est un pécunieux. Chaque membre doit payer 10 shillings lors de son admission et une cotisation d'1 shilling par semaine, qu'il soit ou non présent. En plus, donc, il faut payer pour, toutes les semaines pour en être membre. En plus, la société reçoit des dons, en don des instruments fabriqués par ses membres. Alors, le shilling hebdomadaire est rarement versé, mais les membres fortunés se montrent généreux, si bien qu'en 1666, le budget annuel dépasse 900 livres. Voilà qui est intéressant, car l'expérience du club oxonien de Wilkins a convaincu les savants que la méthode expérimentale et la mise en commun des connaissances peuvent se passer d'investissements lourds. Thomas Sprat va le proclamer dans son Histoire de la Royal Society, publiée en 1667. Je vous le cite en traduction. C'est particulièrement intéressant. Voici ce que nous dit Thomas Sprat. « Rien n'a plus gêné la vraie philosophie que l'opinion fausse qu'il lui faudrait des moyens considérables pour progresser. Cette idée doit aujourd'hui être abandonnée. Les hommes comprennent maintenant que la philosophie n'a pas besoin de la prodigalité pour se soutenir, que les expériences les plus profitables ne sont pas forcément les plus coûteuses, que les meilleures inventions ne viennent pas des plus riches, mais des plus industrieux observateurs, que l'art de l'expérimentation, une fois mis en marche, se nourrit par lui-même. » Alors, ceci doit être mis en relation avec l'origine sociale des membres de la Royal Society, qui sont pour la plupart très aisés. Parmi les premiers membres, on compte 14 nobles, 18 esquires, 18 docteurs en médecine, 5 en théologie, 2 évêques, 38 banquiers et négociants. Et les nombreux hommes d'affaires se montrent très généreux. Leurs essais, écrit Hooke, font passer la philosophie de la parole à l'acte. Plusieurs marchands, hommes graves, ont aventuré de grandes sommes pour mettre en pratique ce que certains de nos membres ont imaginé. Cette nouvelle société doit faire face à l'hostilité de l'université, et donc elle souhaite un statut officiel. Cette idée d'une charte royale se trouve dans New Atlantis de Bacon, avec les privilèges, les exemptions fiscales et juridiques et surtout le prestige. C'est ainsi qu'en 1661, la société prend le nom de Royal Society. Une charte lui est octroyée le 15 juillet 1662. Charles II crée en effet une société royale pour encourager les études philosophiques et, je la cite, particulièrement celles qui, par des expériences réelles, essaient de construire une nouvelle philosophie ou de perfectionner l'ancienne. C'est philosophie naturelle, hein, c'est synonyme de science à l'époque. La société est dotée d'une personnalité civile, elle est constituée d'un président, d'un conseil de 21 personnes et de membres. Elle a permission de se réunir à Londres, d'y construire un ou des collèges, elle a pouvoir d'imprimatur, droit de correspondance libre avec les savants étrangers et autorisation de disséquer des criminels. C'est dit dans le texte. Alors la Royal Society va recevoir une nouvelle charte le 13 mai 1663, la voici, qui lui donne sa structure définitive. Le roi se déclare lui-même fondateur et patron de la compagnie qui prend le nom de Royal Society for Promoting Natural Knowledge. Naturel est à évidemment prendre en opposition à surnaturel, pas de théologie, pas d'autorité de tutelle religieuse, comme le souligne la devise empruntée à l'épître d'Horace à Mécène, Nullius in verba, c'est-à-dire je ne m'engage sur la parole d'aucun maître. Le choix est donc celui d'une compagnie libre de toute tutelle ou préoccupation religieuse, comme l'avait voulu Wilkins. Une société indépendante de toutes les factions, susceptible d'attirer les meilleurs esprits sans aucune discrimination. Vous avez ici un extrait du frontispice de l'histoire de la Royal Society par Sprat, donc en 1667, où vous voyez donc un buste de Charles II, ici, Bacon qui est représenté là, et ici, en fait, Lord Brouncker, qui est un homme de cour, mais aussi un mathématicien, qui est nommé premier président. Et vous avez aussi comme
pour les membres du club d'Oxford qui vont constituer le conseil, Wilkins et Oldenburg, un protestant allemand né à Brême, réfugié à Londres, qui vont devenir secrétaires. Et vous avez ici notamment une pompe de Guericke à l'arrière, une lunette astronomique, un certain nombre d'instruments, mais donc qui illustrent les activités de la société. Le Conseil, en 1663, nomme 96 membres et la nouvelle société fait l'acquisition d'une salle pour ses réunions et d'une autre pour ses collections et ses archives. En 1663, Robert Hooke, ancien assistant de Boyle et remarquable expérimentateur, devient curateur, chargé, je cite, de fournir chaque jour la société avec 3 ou 4 expériences considérables. Et la suite est amusante, sans attendre de récompense tant que la société ne sera pas assez riche pour la lui donner, c'est-à-dire qu'il n'est pas rémunéré. Donc il faut en fait que ce soit Boyle qui lui verse un salaire, qui est un cadeau en quelque sorte fait à la Royal Society. Et c'est Hooke qui va en rédiger en grande partie les statuts. La Royal Society s'est donné des objectifs utilitaires concernant la recherche fondamentale, mais aussi ses applications technologiques, car ses membres s'intéressent à tout type de sujet, selon Spratt. Je cite, « Ils veulent établir un catalogue de tous les métiers et manufactures, y compris les recettes et secrets, instruments, outils et machines. Ils ont recommandé d'améliorer les manufactures des tapisseries de la soie, la méthode de fusion du minerai plombifère, d'essayer des terres anglaises pour voir si l'on peut perfectionner l'art du potier. Ils ont comparé les sols et les argiles afin d'obtenir de meilleures briques et tuiles. Ils ont commencé à propager la pomme de terre. Des recherches ont été entreprises pour améliorer les vins, la bière, la presse à cidre, pour mettre au point l'emploi de la craie comme engrais et même un fourneau pour faire éclore des œufs. » Bon, ce n'est pas la totalité des expériences, mais ça vous donne une petite idée. Le 15 octobre 1663, le roi décide que les brevets, c'est très important, relatifs aux inventions philosophiques ou mécaniques, doivent être examinés par la Royal Society, qui s'organise en 8 comités spécialisés. Et ces comités sont importants. Le plus important, c'est le comité de mécanique, 69 membres. Il y a un comité des métiers, 35 membres. Un comité géorgique, ça c'est pour l'agriculture, 32 membres. Les autres sont plus secondaires. Et Spratt va répartir en 11 domaines les recherches entreprises par les différents membres. Alors, entre autres résultats immédiats, le perfectionnement des instruments, télescope, microscope, horloge, la démonstration des lois de la chute libre, la transfusion du sang, la preuve que l'air est indispensable à la vie, et surtout l'œuvre de Boyle et de ses collaborateurs, qui est une contribution importante à la machine à vapeur. La société doit aussi travailler à la communication entre les savants. Et c'est la tâche du second secrétaire, donc Henry Oldenburg, un Allemand originaire de Brême, qui doit faire aussi les comptes rendus des séances. Alors, Oldenburg va entreprendre de construire un vaste réseau européen de correspondance et il va multiplier les courriers au point qu'il va être soupçonné d'espionnage par le roi d'Angleterre qui va le faire interner pendant 2 mois à la Tour de Londres en 1667. Comme quoi il est toujours dangereux d'être un savant trop entreprenant. C'est Oldenburg qui reçoit les lettres, les lit dans les séances publiques, fait une partie des comptes rendus des réunions, permet donc à la Royal Society d'être informée des très nombreuses nouveautés. Pour gagner sa vie, à l'imitation du journal des savants, il va créer les Philosophical Transactions. Les Philosophical Transactions, dont le premier numéro va paraître le 6 mars 1665, et qu'il va rédiger tout seul de 1665 à 1677, l'année de sa mort, c'est-à-dire qu'il fait à lui tout seul les 136 premiers numéros. L'éditeur n'en a jamais pu tirer plus de 300 copies, et dans les meilleures années, pour tout salaire, Oldenburg reçoit 4 livres pour ce travail. Bon, le problème, c'est que le malheureux homme a besoin de vivre, que la Royal Society ne lui verse absolument rien, et que les Philosophical Transactions lui coûtent plus qu'elles ne lui rapportent. Ce qui fait qu'après d'âpres négociations, la Royal Society lui attribue un salaire à partir de 1669, dont certainement entre 50 et 100 livres, mais je n'ai pas pu en trouver le montant. Alors, les Philosophical Transactions présentent les résultats des expériences, les découvertes, les controverses scientifiques. Elles publient une partie des lettres reçues de l'étranger et elles sont très bien diffusées à l'étranger grâce à une édition latine à Francfort et Amsterdam dès 1671, puis à Leipzig en 1675. Donc, vous le voyez, les 10 premières années de la Royal Society sont un véritable feu d'artifice
Et l'on comprend l'inquiétude de Samuel Sorbière, qui voit l'Académie de Montmaur s'enliser dans des querelles entre cartésiens et péripatéticiens. Alors la France va réagir en fondant l'Académie royale des sciences selon de tout autres principes. Ministre d'État en 1661, surintendant des bâtiments en 1664, contrôleur général des finances en 1665, secrétaire d'État chargé de la maison du roi et secrétaire d'État à la marine en 1669, Colbert cumule les portefeuilles et dispose de moyens très importants pour réaliser ses objectifs. Ces objectifs sont la puissance du roi, de l'État et la gloire du roi. La puissance militaire passe par la création d'une marine de guerre et donc aussi par la modernisation des industries d'armement. Colbert a les moyens de se mêler de tout et émettre des dépenses. Manufactures, routes, canaux, arsenaux, fortifications, entre autres. Il travaille entouré de conseillers, notamment ce qu'on appelait le petit département de la gloire du roi, 4 hommes, on dirait aujourd'hui des technocrates, dont Chapelain, que j'ai cité initialement, et Charles Perrault, l'auteur des Contes. Chapelain décide d'enrôler les arts et les sciences au service du pouvoir. Il tient, nous l'avons vu, la liste des gratifications dès 1663. Et dans la logique de Chapelain, en acceptant les pensions, les savants acceptent de servir le roi, qui en échange leur verse un salaire renouvelable annuellement. Colbert hésite quant au système. La liste de Chapelain d'un côté, les projets de Perrault de l'autre. Perrault veut une académie générale qui englobe tous les savoirs, avec au cœur de cette académie générale une compagnie des sciences. Un projet très rapidement irréalisable parce que les membres de l'Académie française, fondée en 1635, refusent toute fusion avec les nouveaux venus. Christian Huygens, qui, nous l'avons vu, fréquentait l'Académie de Montmaur et y avait présenté sa théorie concernant les anneaux de Saturne, était aussi pensionné comme Évelius par le roi de France, s'était installé en France et recommandait une compagnie des sciences et des arts, avec, nous dit-il, des spécialistes et non pas des philosophes, dont il espère évidemment la direction. Je cite Huygens, la compagnie comprendra les personnes les plus versées dans toutes les vraies sciences, telles que la géométrie, mécanique, optique, astronomie, géographie, physique, médecine, chimie, anatomie, ou la pratique des arts, tels qu'architecture, fortification, sculpture, peinture, dessin, conduite et élévation de l'eau, métallurgie, agriculture, navigation. Fin de citation. Colbert va hésiter 3 années. Puis il opte pour les académies royales. Il existait déjà donc l'Académie française, l'Académie de peinture et de sculpture de 1648, la Petite Académie de 1663. Il y ajoute l'Académie des sciences en 1666, puis quelques autres. Le ministre accorde tout de suite à cette académie une salle de réunion, la bibliothèque du roi, et nomme, en ne consultant que ses conseillers et pas du tout Huygens, les premiers membres. Colbert, en effet, entend garder le contrôle de l'Académie et il est hors de question qu'Huygens se mêle de quoi que ce soit. Donc il va nommer lui-même, en juin 1666, 7 mathématiciens. Je vous fais grâce des noms. Les heureux élus observent avec le ministre l'éclipse de soleil du 2 juillet et expérimentent en sa compagnie le micromètre d'Ozoum. À la fin de l'année 1666, Colbert désigne encore 7 physiciens. Et le 22 décembre 1666, l'Académie tient sa première séance à la bibliothèque du roi. La section de mathématiques et donc sciences exactes est fixée le mercredi, celle de physique, sciences expérimentales, le samedi. Les membres doivent participer à toutes les réunions sur lesquelles ils doivent garder le secret. On nomme secrétaire un excellent latiniste, l'oratorien Jean-Baptiste Duhamel, mais qui n'est pas un scientifique. Et plusieurs académiciens peuvent s'adjoindre un élève muet. L'Académie dépend de la seule volonté du ministre. Elle n'a ni statut écrit ni privilège. Je précise que les 15 premiers membres ont été soigneusement choisis par le ministre qui maintient leur nombre à 15 en ne remplaçant que les décédés. Parmi eux, aucun jésuite, aucun universitaire, mais surtout aucun n'a de fortune personnelle. À la différence de la Royal Society. Carcavie est fils d'un banquier ruiné, Robert Val d'un laboureur, Picard d'un libraire de la Flèche, Buot est un ancien homme de peine, Bourdelin un orphelin abandonné, et on pourrait continuer. En fait, ce qu'on appelle
ce que Chaplin appelle la bonté du roi, se manifeste par les pensions, et les académiciens sont immédiatement totalement dépendants du ministre. Et ces pensions sont graduées de 1200 livres à 2000 pour les plus méritants. Les académiciens doivent travailler en commun. Ils peuvent avoir un programme de leur choix, discuter avec leurs confrères, mais les expériences sont menées en commun. Chaque séance est consacrée à une question, et Colbert accorde un crédit de 12 000 livres par an à l'Académie pour son fonctionnement. Comme la priorité de Colbert est la marine, il s'intéresse tout particulièrement aux 7 premiers nommés, c'est-à-dire les mathématiciens et astronomes. Auzout avait réclamé dès 1665 la construction d'un observatoire. Le 7 mars 1667, un terrain est acheté rue Saint-Jacques. Le bâtiment est conçu par le frère de Charles Perrault, Claude Perrault, et il est achevé en 1672. C'est l'Observatoire de Paris tel que vous pouvez le voir encore aujourd'hui. C'est là le principal... Voilà. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose. Je vais essayer de commenter. Je reviendrai la prochaine fois sur ce tableau. C'est là le principal investissement de Colbert avec les pensions. Il faut savoir qu'il a invité des étrangers, Jean-Dominique Cassini, qui arrive au début de 1669 avec une pension de 9 000 livres, Huygens qu'on garde en France avec une pension de 6 000 livres. Et l'objectif, si vous voulez, de cet observatoire est de permettre notamment de résoudre le problème du calcul des longitudes en mer que nous aborderons la prochaine fois. De fait, la priorité accordée par Colbert à la marine et à l'astronomie va représenter 75% de l'effort scientifique total des 20 premières années du règne. Et vous voyez ici, il y a les différents ministres. Donc Colbert est ministre pendant 20 ans. Les pensions académiques représentent 645 000 livres, l'observatoire 714 000 livres, l'investissement dans la recherche 223 000 livres, total 1582 000 livres. Plus intéressant, rapporté au nombre d'années. Vous voyez la place de l'Observatoire, chaque année 40 000 livres, investissement de la recherche, c'est ce qu'il verse à l'Académie, 12 000 livres, plus les pensions académiques, 36 000. Comme vous le voyez, avec ses successeurs, les investissements pour la recherche vont chuter, mais ça, nous le reverrons la prochaine fois. En tout cas, si on regarde le détail des comptes dont nous disposons, 75% de l'effort va concerner les pensions données aux astronomes, les dépenses de l'Observatoire de Paris, construction et instruments, les expéditions à l'étranger, toujours autour des problèmes de mesures astronomiques. L'Académie, avant même la Royal Society, a son journal, le Journal des savants, qui date de janvier 1665, donc 2 mois antérieurs. Mais son histoire est tout autre. En fait, en 1664, Denis de Salo, qui est l'une des plumes politiques de Colbert, s'associe à son ancien domestique, l'abbé Gallois, pour proposer à Colbert de publier une feuille hebdomadaire. Et c'est là le premier numéro du Journal des savants, premier journal scientifique. Et dans l'avertissement, il est précisé qu'il s'agit de rendre compte des principaux ouvrages paraissant en Europe, de publier des notices nécrologiques sur les hommes célèbres, de faire connaître les nouvelles découvertes dans les arts et les sciences, y compris la physique et la chimie, les inventions mécaniques et mathématiques, les observations célestes et météorologiques, les découvertes anatomiques, d'examiner aussi les décisions juridiques des tribunaux laïcs, ecclésiastiques et universitaires. Et enfin de rapporter tout ce qui est susceptible d'intéresser les gens de lettres ou les savants. Denis de Salo a un ton extrêmement brutal qui irrite immédiatement les jésuites et la Sorbonne, et l'année suivante, l'abbé Gallois doit ouvrir un autre journal qui va aussi porter le nom de Journal des savants, cette fois-ci dédié au roi et respectueux des autorités. Alors Colbert va faire entrer l'abbé Gallois à l'Académie pour remplacer Duhamel comme secrétaire, et dorénavant, le Journal des savants, Assagi, va consacrer 2/3 des articles aux travaux des sociétés savantes, y compris la Royal Society, publier des comptes rendus d'ouvrages et d'expériences, et va servir de lien entre les savants et le public. C'est un hebdomadaire, à la différence des Philosophical Transactions qui sont mensuels, de publication irrégulière dès 1667, puis un mensuel qui devient plus littéraire après 1723, avec aussi des contrefaçons en France dès 1665,
dans les Provinces-Unies dès 1666 et des éditions latines et contrefaçons à Bruxelles, Amsterdam et Cologne, ce qui fait que les Philosophical Transactions et le Journal des savants vont être en concurrence pendant pas loin d'un siècle, avec un avantage quand même au journal anglais. À la fin des années 60, donc, et je finirai là, nous avons donc deux institutions royales qui vont fonctionner sur des bases totalement différentes. La Royal Society a près de 200 membres, elle a des statuts officiels, elle ne reçoit aucun financement, ce sont les cotisations de ses membres, pour beaucoup fortunés, qui assurent ses revenus. Toutes les spécialités sont représentées, chacun contribue librement. Il y a beaucoup de membres étrangers qui entretiennent une importante correspondance. La Royal Society a pour mission d'examiner les publications scientifiques et les brevets. Les Philosophical Transactions mensuelles et régulières ont une diffusion européenne. En face, l'Académie des sciences, l'Académie royale des sciences, a 15 membres. 7 mathématiciens, 7 physiciens, sans fortune personnelle, mais salariés, pensionnés. Elle n'a pas de statut officiel, mais dépend du seul ministre qui assure un budget de fonctionnement et investit massivement dans l'astronomie avec l'Observatoire de Paris. L'Académie des sciences accueille des étrangers dans ses rangs, très pensionnés, notamment, nous l'avons vu, Cassini et Huygens. Mais elle n'a pas de réseau officiel de correspondants à cette date. Le journal des savants est publié de manière plus irrégulière, mais son succès est aussi important. Donc, dans la Seconde Guerre de 100 ans, que vont se livrer la France et l'Angleterre, qui prend fin avec l'Empire, avec le Premier Empire, une guerre de 100 ans qui se livre aussi sur mer et qui implique les marines, la Royal Navy et la Royal, quel atout va représenter cette institutionnalisation de la science? On a donc deux systèmes, l'un libéral, l'autre étatique, et la prochaine fois, nous nous proposons d'évaluer, de mettre à l'épreuve ces deux systèmes et de les évaluer, d'en évaluer l'utilité, comme disaient les contemporains, d'en évaluer l'efficacité, d'en évaluer les retours sur investissement à travers cette fois-ci des exemples concrets. Et j'avais pensé qu'il serait possible, par exemple, d'étudier le problème du calcul des longitudes et l'investissement en matière de marine et d'astronomie, puisque c'est là qu'on a les deux extrêmes entre la Royal Society qui décide de ne pas s'y intéresser et l'Académie royale des sciences où il y a au contraire des investissements massifs. Donc, examiner le problème du calcul des longitudes et de voir aussi notamment d'évaluer leur efficacité en matière d'application des techniques et notamment avec l'exemple de la machine à vapeur. Mais ceci est je voulais simplement vous décrire les deux systèmes de manière à ce que vous les ayez bien à l'esprit pour la semaine prochaine, voir comment ils vont fonctionner l'un et l'autre concrètement. Je vous remercie pour votre attention.